On va commencer cette vidéo, je vais faire très vite. On va faire en 1,25. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et apparemment, ça parle de Bourdieu. Et je m'y connais un petit peu en Bourdieu parce que j'ai fréquenté Bourdieu. Il est mort quand j'avais 11 ans. Bonjour et bienvenue dans Contraste, votre émission de vulgarisation sociologique préférée. Bah super, ça fait de la vulgarisation de la sociologie. Bah ça tombe bien, c'est mon domaine. Allez, let's go. Oui, vous avez été beaucoup à nous arrêter dans la rue pour nous féliciter de ce format. Ah bon? Non mais laisse. Et parmi vos nombreux compliments, une demande revenait souvent. Oui, arrêtez de mettre Donald Trump sur toutes les vignettes de toutes les vidéos de Blast. Non. Après, ça attire Donald Trump après. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de faire cliquer. T'es sociologue? Oui, non, mais la vulgarisation de sociologie, ça me connaît. Vous connaissez Bourdieu? C'est un sociologue. À ne pas confondre avec Boudon. Et souvent, quand on fait de la sociologie, on écrit, on confond les deux et on fait Bourdon. Ah là là, blague de sociologue. Merci Cyborg, merci. On vous fait un épisode sur le déterminisme social. Ok, c'est le b.a.-ba de la sociologie, let's go, c'est parti. Je pense que je suis plus proche d'être sociologue que Pascal Pro d'être journaliste. Hein. Je rappelle que je mène une thèse actuellement, alors je suis dans la merde hein, pour cette thèse, il n'y a pas de souci, mais je mène une thèse de sociologie. Le 22 août dernier, Libération publie un article. Attendez, je vais en mettre en 1,25, je suis désolé parce que j'ai vraiment pas le temps. Moi je vais réacte vite, allez, j'ai maudit, je suis désolé, allez, let's go. Intitulé Léon Marchand, les frères Lebrun, Élodie Clouvel, les champions des JO, médaille d'or de la reproduction sociale. Et qu'apprenait-on dans cet article? Eh bien, notamment que les élites sportives sont souvent issues de familles sportives. Et la présence d'un sportif dans la famille, voire d'un sportif de bon niveau pratiquant la même spécialité, constitue un facteur favorisant le développement de l'excellence sportive. J'ai l'impression de lire un truisme, quoi. Il y a vraiment des gens qui apprennent ça. Il y a vraiment des gens qui apprennent. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le b.a.-ba. Oui, t'es dans une famille de sportifs, effectivement, ça va te faciliter le fait d'être sportif, quoi. Ça fait beaucoup de fois le mot sport quand même. Est-ce que tu peux réduire la taille de ta caméra? Y a pas de souci, merci Camille, j'espère que tu vas bien. Regardez, je réduis la taille de ma caméra, c'est bon? Vous voulez comme ça? Allez, je réagis comme ça? Ça vous va comme ça? Allez, je fais cette taille de caméra, let's go. Allez. Lucie Forté et Christine Ménesson estiment qu'environ 70% des athlètes de haut niveau sont des héritiers. Bonjour! Vous m'entendez? Attendez, je vais quand même agrandir un petit peu. Il y en a personne qui me dit non, Wissam, reviens, non, tu nous manques, non. Bah, vas-y, je reviens de moi-même en fait. Je reviens de moi-même sur la bonne taille. Bande de méchants. Voilà, comme ça, c'est bon? C'est bon pour la taille comme ça? Allez, comme ça, c'est bon? Non, je suis pas trop grand là, ça va. Allez, je m'augmente un peu. Allez. L'auteur de l'article, Adrien Nazli, prend plusieurs exemples, notamment celui des frères Lebrun. Et il recolle Alexis Lebrun. Le grand frère revient à hauteur du petit frère, un partout. Vous avez dit qu'il y avait une vidéo de Soral en mode j'analyse les frères Lebrun. Ah, moi, il me tue. Il y a Soral, il est expert en tout. Et c'est tellement pas une vanne qu'il est aussi expert en ping-pong, en tennis de table. Et il nous dit, ouais, j'étais classé en tennis de table et tout. Il y a vraiment une vidéo de Soral qui analyse le jeu des frères, quoi. Le père de Félix et Alexis, Stéphane Lebrun, était numéro 7 français de tennis de table. Donc un joueur pro. Et leur oncle, Christophe Legout, était aussi joueur professionnel. Triple médaillé européen dans la même discipline. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui se disent que c'est biologique? Mais je pense qu'il faudrait effectivement avoir des gens. Moi, je me dis, mais en fait, oui, c'est des fils de joueurs professionnels, donc ils ont les tips, quoi. Ils savent les techniques. Dès plus jeune, tu vas jouer au tennis de table parce que tes parents font que du tennis de table. Tu vas apprendre à jouer très vite. La biologie dans certains sports, c'est primordial. Non, mais là, je parle dans la reproduction. Bien sûr que, par exemple, la biologie en basket, si tu fais 2 mètres, ça va être plus simple pour toi que si tu fais 1m50. Effectivement, le gars qui fait 2 mètres va plus avoir de chance. Donc, mais je pense que au-delà de la génétique, c'est aussi une question de socialisation. C'est aussi une question de, dès petit, tu vas apprendre à tenir une raquette dans les mains, à apprendre à quelles sont les bonnes techniques, les bons éléments, les bonnes manières de se placer. Voilà. Si t'es trop grand en basket, c'est pas forcément bien actualisé. Oui, non, mais si tu mesures 2m50, oui. Moi, je m'y connais. C'est pour ça que j'ai pas pu faire une carrière dans le basket. J'étais trop grand. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le père de Léon Marchand est lui aussi nageur professionnel. Son petit Léon dans les bras, Xavier Marchand a déjà construit l'avenir. Ce samedi, c'est à la piscine Castex. Oui, voilà, si t'es à la piscine depuis que t'as 5 ans, il y a quand même plus de chances que tu deviennes professionnel. Si ton père, il est natationneur, oui, j'invente des mots, natationneur professionnel, qui t'amène dès que t'as 4 ans à la piscine et qui te fait de la piscine toute ta vie, effectivement, il y a des chances que tu sois natationneur plus grand. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas tous les fils de un tel qui deviennent des génies. Moi, je trouve que l'exemple le plus parfait, c'est les fils à Zizou. Les fils à Zizou, ils sont devenus footballeurs professionnels, les gens, mais ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier. L'autre, il a fini sa carrière, il avait 27 ans, ce qui est une honte dans le football. Et que, en fait, ça serait pas le fils de Zizou, il aurait jamais été professionnel. Donc, bien sûr, tu vois que c'est pas la génétique. T'es quand même le fils à Zizou, l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Après, être pro, c'est pareil.
oui, mais pourquoi il a été pro? Parce que c'est le fils à Zizou. Et comme c'était le fils à Zizou, il avait pu tout de suite être dans le centre de formation. Mais s'il n'était pas le fils à Zizou, le gars qui a arrêté sa carrière à 27 ans, il aurait jamais été footballeur professionnel. Mais t'en as plein des joueurs comme ça. Il y a le fils aussi à l'entraîneur Claude Puel. Ils étaient vraiment nuls. Si c'était pas Claude Puel, l'entraîneur et tout, ils auraient jamais été professionnels. Il y a ça aussi, les gens. Je veux dire, voilà, bah t'es le fils à Zidane, bah alors tu vas voir tes entrées dans le centre de formation du Real Madrid, c'est quand même le fils à Zidane et tout, les gens, voilà. Et je trouve que le football, c'est un bon exemple parce que t'as plein de footballeurs et t'en as relativement peu des fils de footballeurs qui ont le même niveau. T'as Haaland, il est meilleur que son père, tu vois, mais sinon, bon, regardez les frères Pogba, bon là c'est des frères, mais tu regardais les fils de Maldini et tout, ouais, peut-être le fils à Maldini, mais il a pas le niveau de Maldini, mais il est bon, quoi, mais bon, c'est pas non plus, je trouve que c'est assez limité, mais même Thuram, ouais. Mais voilà, quoi, je trouve que les exemples sont, tu les comptes, t'en as, allez, une vingtaine de joueurs pro actuellement assez bons qui sont comme son père, comme leur père, bon, ouais, je trouve pas que c'est excessif, quoi. En tout cas, l'article de Libé donne aussi plein d'autres exemples, en s'appuyant toujours sur des chiffres. Au basket, le phénomène est encore plus visible. La quasi-totalité des joueuses de l'équipe de France, 10 sur 12, a un ou deux parents basketteurs ayant joué dans des clubs pro et des compétitions nationales. Ouais, mais là, je trouve que c'est intéressant parce que les joueuses de basket professionnelles, c'est un monde encore plus fermé. Le basket féminin professionnel, ça m'étonne pas que ça soit beaucoup des filles d'eux. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de filles qui vont jouer au basket. C'est difficile d'être professionnel quand t'es une fille d'eux, ça paye pas. Donc, je pense que l'un des moyens de dire, quand t'es une femme et te dire je peux faire carrière dans le basket, bah, je pense que t'as 10 fois plus de chances de te le dire quand t'es une fille de basketteuse professionnelle. Mais simplement dire que des personnes qui ont des parents sportifs de haut niveau deviennent sportifs de haut niveau, bah ça énerve des gens. Ça a fâché tout rouge le site d'extrême droite Boulevard Voltaire et ils ont sorti un article énervé avec pour titre « Quand Libération remet en question le mérite de Léon Marchand ». Tout le monde trouve normal que les sportifs viennent de familles de sportifs. Mais le dire, c'est remettre en question leur mérite. Et ça, dans le sport où la performance individuelle est reine, c'est très mal vu. Ouais, D'ailleurs, sur le mérite, est-ce qu'on est d'accord que c'est sûrement dans le foot professionnel que tu peux... Je veux dire, il y a tous les droitards qui arrêtent pas de nous casser les pieds avec le mérite. Ouais, le mérite. Et s'il y a bien un domaine où le mérite joue un peu, c'est le football professionnel. Parce que, et on le voit en fait, c'est beaucoup des joueurs de classe populaire qui arrivent à devenir millionnaires facilement. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est tout. Et donc, il y a un truc qui m'énerve un petit peu. Alors là, les gens, grosso modo, mais tu vois qu'il y a une ascension de malade parce que c'est le mérite, c'est compétitif, c'est les meilleurs qui gagnent. Et donc, t'as les droitards qui s'énervent sur l'équipe de France, comme quoi il y a que des Renois. Bah, j'ai envie de dire, soyez meilleurs. Pourquoi vous pleurez? C'est quoi? Là, il faut quoi? On arrête le mérite? Je veux dire, c'est vraiment le domaine où c'est le mérite par excellence. T'es meilleur, tu deviens professionnel, tu deviens sélectionné, c'est tout. Donc, faites mieux. Là, c'est votre logique qui est appliquée dans le monde du foot. Genre, c'est pas ils favorisent les 4 quartiers, tu vois. Je suis en mode, ah non, bah, soyez meilleurs, écoutez. Voilà, c'est votre logique à vous. Ce qui compte, c'est le travail, la volonté, et puis c'est tout. Mais pourtant, on sait que c'est faux scientifiquement. On vous l'a dit, plus de 70% des athlètes viennent de familles de sportifs. C'est pas un hasard. Oui, c'est pas vrai que pour le sport. La famille a toujours un poids considérable dans nos choix. C'est vrai aussi si vous voulez intégrer une grande école, par exemple. Prenez ce graphique des Échos. On y trouve des chiffres impressionnants. Avoir un père qui a fait une grande école multiplie vos chances d'en faire une par 83. C'est pour ça que moi j'ai pas fait de grande école, c'est juste parce que mon papa, bah, il a juste fait l'école. Après, l'accès au centre de formation, c'est pas si clair. Après, il y a des trucs un peu sombres. Et t'as de plus en plus de compétition entre des familles et tout. Mais ça reste l'endroit où il y a le plus de mérite, entre guillemets. Je mets plein de guillemets. Mais si tu veux aller dans l'idéal du mérite, bah, après, t'as des règles différentes dans les centres de formation. Ils jugent beaucoup sur le physique, sur les capacités, sur certaines capacités qui sont au-delà du foot. Voilà. Les enfants de médecins deviennent davantage médecins, les enfants de profs deviennent davantage profs, et les enfants d'ouvriers deviennent davantage ouvriers. Bon, on dit bien davantage, c'est pas une fatalité. Mais la plupart des gens restent dans le milieu social et professionnel de leurs parents. Ça, c'est une critique qu'on a beaucoup fait à Bourdieu, son déterminisme, comme quoi, en fait, on était condamné à reproduire l'organisation sociale. Genre, t'es fils de prolo, tu vas devenir prolo. Et Bourdieu n'a pas arrêté sans cesse. C'est la critique la plus nulle à faire à Bourdieu, parce que Bourdieu n'a pas arrêté de répéter. Mais non, justement, en fait, et même pour lutter contre ce déterminisme, pour lutter contre cette reproduction sociale, il faut la montrer. C'est une fois qu'on voit cette reproduction sociale, pourquoi les enfants d'ouvriers deviennent majoritairement eux-mêmes ouvriers, qu'on peut lutter contre cette reproduction sociale. Mais il n'y a pas d'idée de tu peux rien faire, fatalisme et tout, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie la reproduction sociale. Et ça n'a rien à voir avec le mérite. Non, la reproduction sociale, c'est un fait scientifique, chiffré, sourcé. Notre société fonctionne quasi exclusivement comme ça. Voilà, donc ça veut dire que moi, mon fils va se devenir pathétique streamer. Super. Mon fils ou ma fille, hein. Depuis longtemps, les sociologues travaillent sur ce phénomène et il faut qu'on vous parle du plus célèbre d'entre eux, Pierre Bourdieu. Je suis peut-être invité à un événement, les gens, je ne veux pas vous en dire plus parce que c'est en préparation. Je suis peut-être invité à un événement en mai-juin autour de Bourdieu pour discuter avec, et moi, les gens, je vous jure, je suis un peu choqué, avec un grand
chercheur universitaire. Et là, c'est le seul moment où je suis un peu en mode waouh, là c'est un grand nom. Là, c'est un grand nom de la recherche. Mais je vous dirai pas plus que ça. Pierre Bourdieu, c'est un sociologue français extrêmement influent, admiré par beaucoup, mais il a aussi pour caractéristique d'être parfaitement imbitable. Non, il y a plus imbitable que Bourdieu en vrai. Les gens, il y a plus imbitable que Bourdieu. Lisez Questions de sociologie. Voilà, vous voulez débuter sur Bourdieu pour lire Questions de sociologie. C'est très simple, assez accessible et tout. Et sinon, regardez les documentaires sur Bourdieu. Notamment, la sociologie est un sport de combat de Clastre. Pierre Clastre? Non, c'est quoi déjà son nom? Clatre? Je sais plus son nom, j'ai un trou. Karl. Le travail de Pierre Bourdieu est vaste, mais il a essentiellement travaillé sur la reproduction sociale. C'est mon goat, hein, Bourdieu. Hein. Ça a été un élément important dans ma trajectoire intellectuelle et même politique et tout, Bourdieu. Il m'a ouvert... J'étais un gros con avant Bourdieu et je suis devenu moins con après Bourdieu. C'est le cas dans son ouvrage coécrit avec Jean-Claude Passeron, Les héritiers, qui se penche sur le rôle de l'école dans la reproduction des inégalités. Bon, lui, il est chiant. Cet ouvrage, ok, Les héritiers, il est chiant. Les ouvrages avec Jean-Claude Passeron, ils sont un peu chiants, j'avoue. Bourdieu, il a développé la notion de capital. Les individus, ils ont un capital économique, certes. Non, c'est Marx. Il a même écrit 3 livres sur le capital. Alors là... Non, je rigole, bien sûr. Mais aussi un capital culturel. Le capital culturel, c'est ce truc avec quoi j'arrête pas de vous écraser. En mode, ouais, cette semaine, j'ai lu un livre. Enfin, 2. Non, mais pour vous, un livre incroyable. J'ai fini Frio. Là, je fais CLR James, les Jacobins noirs. Voilà, c'est ça le capital culturel. Vous connaissez? En gros, le capital culturel, c'est oui, avoir des diplômes, mais ça peut être aussi avoir des bouquins, les sorties culturelles, le théâtre, le musée. Une belle bibliothèque. Dès que vous avez quelqu'un qui se fume derrière lui avec sa bibliothèque, sachez-le qu'il va vous écraser avec son capital culturel. Mais la question à lui poser, c'est de dire, ah vas-y, résume-moi les livres là que t'as là. T'en as lu combien? Parce que je connais hein, les gens qui ont une belle bibliothèque, ils en ont lu 10%. Je vous connais les gars, je vous connais. Hein. Comme le capital économique, le capital culturel se transmet aussi. On hérite de tout ce que notre milieu social nous apprend et pas uniquement de son argent. C'est vrai pour tout le monde, donc c'est aussi vrai pour les hauts marchands. Encore une fois, ce sont des thèses qui sont étayées scientifiquement, mais qui sont souvent rejetées. Oui, parce que pour beaucoup de monde, ça sous-entend qu'on serait pas maître de nos existences. Et c'est en partie vrai, hein. On est tous contraints par ce qu'on appelle des déterminismes. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que tu avais déjà ça chez Marx, mais qui avait l'idée de... Mais c'est tout le marxisme, quoi. C'est-à-dire que l'individu est acteur de sa vie, mais les structures limitent son champ d'action et son champ des possibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il est déterminé à 100%, mais les structures limitent un petit peu son champ d'action. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Elle est incroyable cette vanne, hein, je suis désolé. Hein. C'est passé la mode. Est-ce qu'il y a encore ça chez les jeunes, chez les collégiens et tout? Vous vous rappelez, nous, il y avait les modes de se moquer de ta mère. Ta mère, elle est tellement grosse que quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Vous voyez, ces trucs comme ça et tout. Mais c'était la mode quand j'avais 15 ans. Putain, qu'est-ce qu'on a pu se marrer sur ces blagues horribles. Donc cette idée de déterminisme social, bah ça dérange. Pourtant, il paraît évident qu'un enfant d'ouvrier, s'il sait pas qu'un IEP existe, bah il ira jamais, même avec toute la bonne volonté du monde. Et ça, c'est ce que la philosophe Chantal Jacquet explique. La volonté, c'est un mot, hein, mais c'est un mot qui sert à masquer très souvent l'ignorance de ce qui permet un changement de classe, puisque quand on dit quand on veut, on peut, eh bien on se donne d'avance un principe explicatif, parce que pour vouloir, il faut vouloir quelque chose, et je ne dirais pas quand on veut, on peut, je dirais plutôt quand on peut, on veut. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aimer aussi dans la sociologie, c'est de voir que, en fait, ça te met une claque en te disant, mais en fait, t'es pas spécial, hein. Tu sais que tes goûts, c'est pas toi qui as décidé de tes goûts, hein. Même ce que t'aimes, c'est pas totalement toi qui as décidé de ce que t'aimes, hein. Donc, t'as un truc intéressant de dire, ouais, c'est vrai, pourquoi j'aime les mêmes musiques que les autres, que mon environnement, comment ça se fait qu'on a les mêmes goûts. Et ça permet aussi de relativiser pas mal de choses. Je pense qu'au départ, ça te met une claque et après, quand même, tu relativises un peu le truc. Tout simplement, un truc qui m'avait matrixé le cerveau à l'époque quand j'avais 18 ans et que je commençais à lire de la sociologie, c'est aussi le goût de la nécessité. C'est qu'en fait, tu vois, par exemple, j'aime les kebabs et je disais que ah non, mais les plats de riches, j'aimais pas. Et en fait, il disait mais en fait, c'est pas que t'aimes pas les plats de riches, c'est que t'as pas accès aux plats de riches. Et en fait, c'est des goûts de la nécessité. C'est que tu vas aimer le kebab parce que t'as facilement accès au kebab. Et c'est là où ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu négocies avec le réel, exactement. Et de rejeter les goûts des autres, mais c'est souvent aussi parce que t'as pas accès à ces trucs-là, quoi. C'est ça, pour pouvoir, il faut vouloir quelque chose, que ce soit tu as les goûts de tes moyens, exactement. Être sportif de haut niveau ou entrer à l'IEP. Bon, bah ça c'est pour l'ascension sociale. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'aspects de nos vies qui sont déterminés que l'on pense. Oui, ça se joue à un niveau très intime. C'est pas seulement une question de carrière professionnelle ou académique. Bourdieu a aussi beaucoup travaillé sur les goûts. Et devinez quoi? Nos goûts sont aussi situés socialement. Eh ben, je viens de le dire, alors on s'en fout en fait, je viens de le dire. Non, mais en fait, si c'est pour répéter ce que je dis en stream, Maudit, rentre chez toi en fait. Et
host aussi là. C'est quoi? C'est vraiment laisse tomber. Vous avez un train de retard. Vous avez un train de retard. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient. Ah ouais, gros. J'aime trop écouter Bourdieu parler. J'aime trop. Même quand parfois il en fait trop et tout. Même quand parfois tu sens qu'il aime s'écouter. J'aime trop écouter Bourdieu. C'est un plaisir. Mais cette idée que les goûts sont situés socialement, elle est assez instinctive finalement. Prenez ces deux personnes choisies totalement au hasard, très représentatives de la population française. Si je vous dis golf, champagne et vernissage, et si je vous dis camping et café soluble et manif. Bon voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est les trucs qu'on aime. Le camping, j'aime parce que c'est le seul truc que je connais et que c'est assez accessible, quoi. Mais Bah normalement, voilà, quoi. Peut-être que j'aimerais d'autres choses. Hein. vous devriez pouvoir attribuer ces goûts à l'un ou à l'autre. Autre exemple, quand je dis chasse à courre, bon, vous avez une image mentale des gens qui pratiquent ce truc. On se réjouit pas de la mort de l'animal, mais c'est pas pire que manger du McDo et des poulets élevés en batterie. C'est vrai, je suis d'accord. C'est pas une punition. Attends, c'est quoi la phrase? Quand tu vas dans une chaîne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. C'est pour la magie. C'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Ah, je crois que c'est le meilleur extrait de tous les temps. Hein. C'est pour la magie. Oui, bah viens. Viens Houdini, viens, prends ma place. En plus, la magie c'est Khlam apparemment. Donc la magie c'est Khlam, donc je peux pas. Voilà. Nous les musulmans, on peut pas être ouvriers, on peut pas. Voilà. Point que souligne Bourdieu, nos goûts sont aussi des dégoûts. Et d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. En gros, ça veut dire qu'on se construit socialement en opposition par rapport à des goûts qu'on considère moins bons. D'où le rapport des classes populaires avec l'art contemporain et tout, hein, avec beaucoup de choses, beaucoup de goûts bourgeois. Et la critique de l'art bourgeois, c'est lié à ça aussi. Hein. La télé-réalité sur W9, c'est un truc de beauf. Faut mieux regarder France 5 ou Arte. D'ailleurs, c'est intéressant sur l'art contemporain parce que et c'est là aussi où j'ai compris beaucoup de choses et Bourdieu décrit un peu les comportements un peu différents sur l'art contemporain. Et en fait, les classes populaires devant l'art contemporain vont tout de suite être en mode rejet, en mode je comprends rien, c'est de la merde, c'est un truc de bourgeois. Alors que les classes moyennes, les classes petites bourgeoises, elles sont dans un autre rapport. C'est-à-dire que elles ont quand même ce délire d'ascension. Elles essayent de se distinguer des classes populaires et pour se distinguer des classes populaires, il faut se rapprocher des classes supérieures. Et donc, elles ont compris que pour se rapprocher des classes supérieures, faut pas dénigrer l'art contemporain, mais en même temps, elles comprennent pas le délire. Et donc, l'attitude des classes moyennes devant l'art contemporain, ça va être davantage le silence. Ça va être davantage... Oui, il y a quelque chose, ouais. Alors, la classe populaire, allez, ça dégage. C'est moche l'art contemporain. Après, moi, j'ai pas d'avis sur l'art. Voilà quoi. Je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est de l'art. Vous me dites que c'est moche l'art contemporain. Est-ce que l'art, ça a pour but d'être beau? Je pense pas. C'est quoi le beau? Oui, je deviens Antoine Goya. Un exemple comme ça, en 2011, Sciences Po décide de supprimer l'épreuve de culture générale du concours d'entrée pour le rendre moins discriminant. Et c'est pas pour rien. La culture générale, en fait, c'est la culture légitime. C'est les goûts de l'élite. Oui, la culture légitime. Mais ça, c'était aussi, c'est aussi déjà chez Marx, hein, que la culture dominante, c'est la culture de la classe qui domine, quoi. C'est la culture de la classe bourgeoise. L'hégémonie dominante, c'est l'hégémonie de la classe bourgeoise. En fait, il y avait tout dans le marxisme. Il n'y avait pas besoin d'inventer la sociologie, je crois. En fait, la sociologie, est-ce que c'est pas du marxisme non militant? D'ailleurs, il y a beaucoup de marxistes qui critiquent un peu l'aspect trop scientifique de la sociologie et notamment Goldman, Lucien Goldman. C'est intéressant, Lucien Goldman, les critiques qu'il a sur certains aspects de la sociologie. Croyez pas que je suis anti-sociologie ou que sais-je, je suis en thèse en sociologie. Mais d'un point de vue marxiste, oui, il y a des critiques à faire sur la sociologie, quoi. C'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Le simple constat, la sociologie qui est déjà un truc inacceptable, donc ça reste militant malgré soi. Ça dépend, hein. T'as des sociologues qui peuvent servir l'ordre dominant, hein. C'est pas la sociologie en elle-même qui est intolérable, hein. Comment il s'appelle? Brunner, je sais plus si c'est Luc Brunner, Bourdon, tout ça, c'est des sociologues. Voilà, Brunner, c'est des sociologues qui vont dans le sens de l'ordre dominant. Et Gérald Brunner, pardon, merci, qui vont dans l'ordre dominant, ça les dérange pas, au contraire, hein. Ouais, ça nous va. Donc c'est pas la sociologie en elle-même qui inquiète. Comme la psychanalyse, je sais que vous détestez la psychanalyse, mais il y a les psychanalystes de droite, et là, ça les dérange pas. D'ailleurs, je ferai un petit point sur le livre qui est excellent, l'histoire populaire de la psychanalyse, et les psychanalystes révolutionnaires, où là, ça devient beaucoup plus compliqué. Le problème pour les psychanalystes de gauche, d'extrême gauche et révolutionnaires, c'est que la gauche n'aime pas la psychanalyse. Elle a un problème avec la psychanalyse. Tous ces goûts et ces dégoûts nous définissent socialement et vont nous pousser à nous habiller, à nous comporter, à parler de telle ou telle manière. Ouais, tout ça, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle l'habitus. L'habitus désigne l'ensemble des goûts et des aptitudes qu'un individu acquiert au cours de sa vie. Oui, l'habitus, grosse notion chez Bourdieu, et c'est aussi une manière de voir le monde, hein. C'est pas seulement une manière d'habiter le monde, c'est aussi une manière de concevoir le monde. Pouvez-vous la péter? Ouais, c'est dans mon habitus. Voilà,
là, quand vous dites tu t'habilles de cette manière, ouais, c'est mon habitus. Ça fait bien. Ça veut pas dire grand-chose, mais ça fait bien. Structuré et structurant, voilà, exactement. Ah, on sent les bourdieusiens, hein. On sent les bourdieusiens. Ainsi, chaque individu développe en général un comportement régulier et cohérent qui lui semble naturel, mais qui est en fait le produit de toutes ses expériences sociales passées et qui oriente ses expériences sociales futures. Un exemple tout simple pour voir comment l'habitus ça joue sur ta manière de voir le monde. Il y avait une prof de philo qui m'avait fait montrer l'exemple, qui m'avait parlé d'une grotte. Elle dit prenez la même grotte, et on va dans la caricature, hein. Prenez un voleur, la grotte, il va dire ça c'est un bon endroit pour cacher des choses. Prenez un archéologue, il va se dire il doit sûrement avoir des choses à découvrir dans cette grotte. Prenez un artiste, il va dire ça doit être super beau à peindre cette grotte. Donc c'est ça l'habitus, ça structure aussi ton rapport au monde, ta manière de voir le monde. Hein, c'est pas seulement tes goûts, mais aussi ta manière de voir le monde qui t'entoure et de l'appréhender. Tu penses que le goût et le dégoût que ressentent certains streamers par rapport à d'autres à voir avec la classe sociale, oui, c'est pour ça que je suis le plus opprimé des streamers. Parce que je suis... Alors moi, je suis multi-opprimé en fait. Je suis un homme arabe de classe populaire et donc je suis dénigré. En plus, je suis musulman. Non, je vais arrêter. Mais c'est vrai. C'est pas parce que je suis parano qu'ils en ont pas après moi. Hein. Ce qu'on vous dit depuis le début, ça peut vous paraître évident. Mais ça, c'est le propre de la sociologie. De mettre en lumière ce qu'on observe quotidiennement. On observe ces phénomènes, mais on ne les questionne pas et on ne les comprend pas forcément. Et c'est le rôle des sociologues que de lever le voile sur ces phénomènes sociaux qui nous paraissent naturels. Comme l'amour, par exemple. Et oui, même l'amour n'échappe pas aux déterminismes sociaux. Alors non, moi je crois à la beauté, la neutralité de l'amour. Non, alors là, non, je suis désolé les gars. Là, vous allez trop loin. L'amour, c'est puissant, c'est pas conditionné par rien, juste par nos cœurs et nos sentiments en fait. L'amour, c'est une invention de la CIA déjà. Oui, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, en terminale, et t'avais des élèves qui avaient pété un cap parce que t'avais la prof de philo qui avait dit vous savez que l'amour maternel, c'est pas quelque chose de naturel. Hein. Chez l'humain, il y a eu des époques où il y avait pas la notion de la mère devait forcément aimer comme ça son enfant, l'élever et tout. Et je me rappelle, ce truc-là, ça avait fait péter des câbles à certains élèves. Ils étaient en mode mais non, alors là madame, je peux pas accepter ça, non, l'amour. Et ouais, c'est des véritables. Vu qu'on t'a appris ça, qu'on t'a inculqué ça toute ta vie et tout, c'est des choses difficiles à remettre en doute, à remettre en question. Écoutez ce qu'en dit Michel Boson, sociologue spécialiste de la sexualité. Il apparaît que les couples unissent le plus souvent des individus aux trajectoires sociales parallèles. Une femme de milieu populaire qui fait des études supérieures forme souvent un couple avec un homme de même profil. Oui, voilà. Et aussi, vous savez, il y a tous les dragueurs qui vont vous expliquer qu'en fait, les femmes ont ces goûts-là par rapport aux hommes. Un homme qui gagne un peu plus d'argent, un homme plus grand, un homme plus fort, un homme plus mature, ou que sais-je. Mais ils essayent de te faire croire que c'est des raisons naturelles. En fait, c'est la biologie des femmes qui les pousse à aimer un homme plus grand ou un homme qui gagne plus d'argent. Alors, en fait, non, c'est des raisons sociologiques. Et notamment le fait que très longtemps dans nos sociétés, surtout dans le système capitaliste, les femmes sont réduites dans les plus basses strates sociales. Et l'une des manières pour elles de connaître une ascension sociale, c'est à travers leur mari. Donc, c'est plutôt des déterminismes sociaux qui amènent aussi les goûts des femmes. Toi aussi, tu détestes les pauvres qui achètent du Nutella ? Eh bien, mettons-nous en couple. Rechercher un conjoint dans le même groupe social que nous, ça a un nom, ça s'appelle l'homogamie. Et c'est pas n'importe quoi, c'est prouvé scientifiquement. Elle l'a dit 6 fois que c'est prouvé scientifiquement. Moi, ça m'énerve ce truc de vouloir à tout prix dire que la sociologie c'est prouvé scientifiquement et tout. Après, je comprends notamment pour les droitards et tout, mais c'est tout le discours autour de la science et de la scientificité qui parfois me casse un peu les couilles. Mais je comprends aussi la logique par rapport aux arguments un peu nuls donnés par les droitards qui s'en foutent en fait de toute scientificité et qui sortent ça de leur cul, tu vois. Mais voilà, faut faire un peu attention. Par exemple, la philosophie c'est pas un truc scientifique. Est-ce que ça veut dire que la philosophie c'est de la merde? Est-ce que ça veut dire qu'il y a rien à retenir de la philosophie? Tu vois, le truc de gage de la scientificité comme gage de quelque chose de profondément, de fondamentalement intéressant, et que ce qui ne serait pas scientifique n'est pas intéressant. Je suis en mode, non, la philo c'est passionnant les gars, hein. Et c'est pas scientifique quoi. C'est une science la philo. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une science la philo? Vous êtes fous vous. La philo c'est une matière scientifique? Pour vous c'est une science la philo? Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que justement, vous n'arrivez pas à comprendre la critique autour du terme scientifique. Et je trouve que vous illustrez ça parfaitement. Pour vous, pour que ce soit crédible, il faut que ce soit une science. Mais c'est quoi pour vous une science, en fait? Non, mais je pense qu'on fera un peu d'épistémologie. Voilà, on fera un peu d'épistémologie, les gars. Peut-être qu'on fera un truc autour de ça, là, de qu'est-ce qu'une science. Isabelle Stenger, c'est super intéressant sur la science, sur les critiques autour de ce truc de scientificité et tout. Mais voilà, quoi. Dans beaucoup de pays en dehors de la France, les chaires de philo sont souvent à côté des chaires de mathématiques. Donc je comprends le raccourci qui peut être fait. Oui, j'arrive à comprendre. Mais peut-être qu'on en discutera dans une autre vidéo. Mais même moi, en fait ce qui me saoule, c'est aussi dans la sociologie. La sociologie a beaucoup couru après la scientificité et essayé de prouver que c'est une
science. Et parfois, je suis en mode, bon, déjà, qui détermine que c'est une science? Tous les discours autour de la science. Voilà, bref, là, c'est trop compliqué pour parler de tout ça maintenant. Bon, la source date un peu, mais regardez ce tableau à double entrée qui vient d'une enquête emploi réalisée en 2011. Il y a une surreprésentation des mariages au sein des mêmes classes sociales. Oui, mais oh, c'était maudit, ça c'était avant, quand on habitait dans un village où il y avait que des cordonniers, où on se rencontrait au bal musette. Oh, les années 80. Et pourtant non, cette homogamie sociale, elle reste stable dans le temps. Oui, on pourrait penser qu'avec les applications de rencontres et Internet, les choses changeraient. Et en fait, pas trop. Si on regarde l'âge, on voit que les couples formés sur Internet sont plus proches en âge que d'autres couples. Si on regarde l'origine ethnique, c'est l'inverse. Donc ça, c'est notamment des résultats qui viennent des États-Unis et qui montrent que les couples formés sur Internet sont beaucoup plus mixtes. Et si on regarde la classe sociale, enfin, on en parle beaucoup, finalement, ça change pas grand-chose. Les couples formés sur Internet sont ni plus, ni moins homogames que d'autres couples. Ah, donc Internet, ça a permis, en fait, de juste affronter de juste dépasser le clivage racial. En fait, sur Internet, tu te rends compte entre noirs et arabes, entre prolos. Les prolos se rencontrent entre prolos, les classes moyennes se rencontrent entre classes moyennes. Sauf qu'en fait, ça enlève le côté racial, quoi. Les gens sont vraiment colorblind sur Internet. Dans la vraie vie, on voit que non, mais sur Internet, ils deviennent colorblind. Et en fait, ils se disent, ah, mais ils découvrent après qu'il est noir ou arabe, ils disent, ah, mais en fait, il est sympa, en fait. C'est intéressant. Après, c'est pas lié aux avances antiracistes, vu que c'est quand même corrélé à Internet. Oui, il y a ça aussi, peut-être que c'est aussi la génération la plus jeune qui utilise les trucs de rencontre, et donc forcément, les plus jeunes ont dépassé un peu ces trucs de clichés raciaux, de trucs racistes, ont plus l'habitude de mélanger et de vivre entre eux, et donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Mais peut-être qu'à âge égal, il y a plus de mixité à travers Internet. En fait, il faudrait voir l'étude plus en détail. Après, par exemple, celle-là, elle dit l'exemple des États-Unis, c'est peut-être aussi tout simplement qu'aux États-Unis, il y a davantage une différence territoriale entre les races. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ghettos vraiment raciaux, les noirs, les blancs et tout, et donc c'est beaucoup plus difficile, même en partageant la même classe sociale, de se rencontrer, parce que Internet enlève ces frontières-là, qu'on peut trouver un petit peu aussi en France, mais vraiment à un autre degré, hein. Les gens là, sur le séparatisme racial territorial à travers la race, voilà. Bon, on peut déprimer dans son coin et puis se dire, bon, tant pis, ça sert à rien de continuer, je vais me contenter de me laisser porter par les déterminismes sociaux qui me traversent. Après, le premier sociologue, est-ce que c'est pas Spinoza sur ça, sur l'habitus et tout D'ailleurs, il en fait souvent référence, hein, Bourdieu, mais il me semble que le tout premier à avoir étudié ça, dans mes connaissances, c'est sûrement Spinoza. Hein. Ça fait longtemps que les penseurs ont conscience que les déterminismes sociaux existent. Ouais, vous avez Spinoza par exemple, avec son idée de puissance d'agir. Ah bah, mais c'est dingue, hein. Hey, mais arrêtez de m'écouter, en fait. C'est dingue, je dis un truc et après il répète. C'est une folie, hein. Et je vous jure, voilà, que j'ai pas regardé la vidéo, hein. Nous avons une capacité à agir, mais cette capacité à agir n'est pas une capacité solitaire coupée du reste. Elle se fait toujours dans un réseau de détermination qu'il s'agit de comprendre. Détermination. C'est moche ce mot détermination. Externe, détermination interne. L'idée, c'est de dire que connaître ces déterminismes, c'est un moyen de regagner de la liberté. Voilà, bah, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, les gens. Hein. C'est en connaissant les choses qui te déterminent que tu peux les dépasser. Si tu connais pas les choses qui déterminent, tu peux pas le dépasser. C'est le b.a.-ba, en fait. Bourdieu, il a dû se dire, mais vous êtes con, en fait. Comment vous voulez dépasser des choses si vous les connaissez pas, ces choses? Comment vous voulez dépasser les choses qui vous empêchent d'être ce que vous voulez être si vous connaissez pas les choses qui vous empêchent d'être ce que vous voulez être? Logique. Et Léon Marchand, alors, il mérite sa place ou pas? Bah peut-être qu'on s'en fout. Tant mieux pour lui et celles et ceux qui suivent ses exploits, mais c'est pas le sujet. Oui, parce que quand on parle de reproduction sociale, de déterminisme, on a tendance à mettre la focale sur ceux qui réussissent. Et plus encore, sur les gens qui ont connu une ascension sociale. Mais on en oublie tous les autres. Oui, je suis d'accord, ouais, mais en termes de sport, on peut kiffer le sport sans... Voilà, je veux dire, là, c'est pas question de faire de Léon Marchand un héros ou de Zinedine Zidane un héros, alors que c'en est un. On peut kiffer quand même un petit peu, ou voilà. Et s'extasier de son talent. Vous vous rendez compte, si je regarde le foot, je vois Zidane faire une roulette et je me dis, ah, je pense à tous ceux qui n'ont pas réussi à devenir footballeurs professionnels et sont devenus chômeurs. Ah, c'est bon, je peux kiffer le match. Après, oui, ça, c'est la logique libérale, de montrer celui qui a réussi, d'oublier tous les 100 000 autres qui ont échoué. Mais ça, c'est tous les discours de motivateurs, là, de coach sur Internet qui disent tu peux y arriver et tout, et en fait ils vont te montrer l'exemple de la personne qui a réussi et en masquant tous ceux qui ont échoué. Et le problème, c'est que ça va toujours arriver. La réussite de l'un repose aussi sur l'échec des autres, parce qu'en fait dans le capitalisme, pour qu'il y ait des bourgeois, il faut qu'il y ait des ouvriers, il faut qu'il y ait des exploités. Voilà, il faut que tu fais de l'argent sur les gens que t'exploites, c'est la logique même, ok? Donc s'il y a des patrons, c'est parce qu'il y a des ouvriers. Ah, la Zawa. Je rigole. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont fait des efforts et qui ne sont pas parvenus à concrétiser ces efforts? C'est là, à mon avis, le vrai problème politique. Et si on veut faire société, il ne s'agit pas de mettre en avant les quelques rares qui s'en sortent, mais de penser à tous ceux qui restent sur le bord de la route. La vidéo est bien, je suis
suis heureux pour une fois, ça cite Spinoza. Après, comme d'hab, c'est un niveau 1, le niveau 2 de commencer à réfléchir à la place de la liberté dans tout ça. C'est là que les gauchistes n'arrivent plus à penser IMO. Dany, lis Lucien Goldman, je t'enverrai un livre de Lucien Goldman qui parle de ça. Il essaye d'allier le structurel et l'individuel en sachant que c'est un marxiste. Hein. C'est le chouchou de Paduring. Bah, je comprends, il est excellent. Moi, c'est mais c'est Position Revue qui m'a fait lire davantage Goldman et tout. C'est vraiment excellent. Il essaye d'allier l'individuel et le structurel parce qu'il est notamment aussi critique de la sociologie sur ce côté trop structurel, quoi. C'est ce que font les cultural studies. Bah, justement, j'essaye de contacter Maxime Servul pour vous faire découvrir les cultural studies, pardon. Maxime Servul, je vous en ai déjà parlé parce qu'il a écrit sur le racisme, il a écrit sur la télé et tout. Il a écrit aussi sur l'homosexualité. C'est celui qui a écrit Homo Exoticus, le lien entre racisme et LGBT. Et il a beaucoup écrit sur Stuart Hall et sur les cultural studies. Très très bien les cultural studies, qui étaient un peu en conflit avec Bourdieu. Hein. Si vous voulez de la guerre en sociologie, Stuart Hall était un peu critique de Bourdieu. Mais on y reviendra peut-être avec Maxime Servul. Tous les groupes sociaux qui sont discriminés, ils subissent des déterminismes spécifiques que le reste de la population ne connaît pas. Les analyses, les discours sont souvent centrés autour de celles et ceux qui ont réussi à s'extraire de leurs conditions. Pourtant, toutes les personnes non moins méritantes qui ont travaillé toute leur vie sans jamais devenir des transfuges de classe, pour reprendre un terme à la mode, eh bien, on les oublie. Les déterminismes sociaux sont une réalité. Oui, bon, après, bon. Et les nier ne nous avancera à rien. Au contraire, les comprendre, les décortiquer, ça peut devenir une arme politique. Et c'est aussi à ça que sert la sociologie. Bon, bah, c'était cool, les gens. C'est vraiment, comme a dit Dany, c'est vraiment le niveau 1, mais parfois, il y en a besoin du niveau 1 de sociologie, surtout des trucs comme ça. De rappeler les bases et tout, c'est toujours bien. Donc, oui, bon travail de Host et Maudit. Ça rappelle les bases et tout. Voilà, c'est cool. Et bah, écoutez, n'oubliez pas que la sociologie est un sport de combat, donc lisez et allez faire de la boxe aussi. Ou du sport, ou ce que vous voulez. Juste, amusez-vous. J'ai pas de bonne conclusion.